complètement. En fait, on voulait quand même que ce couple ait un higher purpose, quoi, qu'il ait un objectif qui soit très lisible narrativement. Parce que oui, sinon on peut toujours se dire, oui, un couple c'est le libertinage pour essayer de progresser dans sa vision du couple et tout ça, mais on voulait quelque chose de plus percutant narrativement, on a voulu créer une situation où il y ait vraiment un but très identifiable à atteindre via cette expérience. Ensuite, moi je suis culturellement américaine, donc je suis américaine par ma maman, qui est de Détroit, et ch'ti par mon papa qui est de Valenciennes. Donc voilà, tout ce qui est zone industrielle sinistrée, je connais. et donc j'aime beaucoup, et on aime beaucoup avec Raphaël les fantasy comedies, c'est-à-dire que toutes ces films dans lesquels on a souvent vu Jim Carrey, où il y a un postulat fantaisiste au départ, qui est un peu fantastique en fait, et qui propulse la comédie tout au long du film. Et c'est très américain comme truc. En fait, si on a un exemple français quand même génial, c'est Hibernatus, qui est quand même aussi une grande référence. Grand film de SF. Mais bien sûr. Ouais. Et oui, Hibernatus, c'est vraiment génial. Et bah voilà, on voulait faire un film un peu comme Hibernatus. Parce qu'Hibernatus, c'est quand même c'est ça, c'est un postulat scientifique absurde au départ, qui met les personnages dans une situation qui va générer de la comédie tout au long du film, tout en générant aussi matière à réfléchir. Pas du tout rapidement. Non, c'est très compliqué. En fait, la comédie est vraiment compliquée à financer. Et non, c'est très difficile la comédie. Je pense que ce projet, on a eu beaucoup de mal à le financer. Et c'est grâce à Une vie démente qu'on a réussi à le faire financer en fait. C'est parce qu'on avait fait un autre projet. Et je pense que c'est Une vie démente qui a convaincu de financer celui-ci. Et d'ailleurs, paradoxalement, celui-là est plus ancien. Sur ce projet-ci, on avait commencé à l'écrire antérieurement. Et puis, c'est pas, on n'arrivait pas du tout à faire passer notre histoire. Hein. Et puis, on a fait Une vie démente. Et puis, en fait, le financement du syndrome s'est débloqué assez rapidement. Après, je pense que Une vie démente a permis de montrer ce qu'on cherchait à faire avec ce projet-là. Oui, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on chemine ces moments où le désir flotte, où le désir part un peu, où les yeux partent un peu vers l'extérieur, et ce qui est une grande réalité de toutes les histoires amoureuses. Et en fait, on voulait créer une histoire qui permette de parler de ça, et la comédie nous permet aussi de mettre un filtre qui enlève tout le pathos, et qui permet d'éviter que les assiettes volent et qu'il y a la grosse scène de ménage qu'on peut comprendre dans la vraie vie, parce qu'il y a de l'affect là-dedans et que c'est déstabilisant et insécurisant. Mais la comédie, elle permet de filtrer ça et de rentrer du coup dans un dialogue avec le spectateur, avec le public, pour analyser les sensations qui nous traversent quand on est soit la personne qui se sent insécurisée, abandonnée, soit la personne qui se sent emmenée ailleurs. Et comment on peut naviguer ça, qu'est-ce qui se passe en vrai, et qu'est-ce qui se passe si on arrive vraiment à s'en parler. Si on aborde ce genre de thématique sans mettre en place, sans le filtre, en fait, ça devient un film pour un public de niche. Et nous, on ne voulait pas ça, on voulait vraiment faire on voulait vraiment que, pour nous, ces problématiques interpellent tout le monde, quel que soit, qu'on soit dans une perspective plus traditionnelle du couple, ou qu'on soit dans une vision plus expérimentale des choses, mais on voulait vraiment rassembler le plus large public possible autour de ça, parce que en fait, c'est universel, en vrai. Je pense que toutes
est partie. L'écriture, ce qui est toujours compliqué, c'est que c'est une étape où on est seul. C'est une étape où on avance sans savoir si le projet va vraiment exister. Donc, vous êtes ping-pong, vous êtes deux. On est deux, donc c'est vrai qu'on a ce privilège-là, c'est qu'on est un peu moins seul que l'auteur réel qui avance vraiment tout seul. Mais l'écriture, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on ne sait jamais si le projet va se faire. Et ça, c'est une forme d'instabilité qui n'est pas toujours facile à vivre parce qu'en fait, on ne sait pas si on travaille pour un résultat. Ensuite, c'est quand même des moments très chouettes parce qu'on pose les jalons de quelque chose qu'on espère voir exister, qu'on s'amuse à écrire, qu'on s'amuse à imaginer les situations, qu'on est deux, donc on se donne le relais, beaucoup avec Raphaël Balboni, mon co-scénariste et co-réalisateur, et que du coup ça nous permet de ne pas perdre la foi, quoi, et de ne pas perdre la niaque pour écrire. Ensuite, ensuite toute la période de laboratoire avec les acteurs, la préparation du tournage. Ce qu'on fait, c'est qu'on les observe. C'est-à-dire que par exemple, une fois qu'on a la première structure du récit, une fois qu'on a un peu écrit notre chemin de fer, on n'a pas encore exactement tout, mais par exemple, la scène de la liste des ex au début, quand les deux personnages se retrouvent à faire la liste des gens avec qui ils ont eu un rapport sexuel dans leur vie, celle-là, elle existe depuis le début. Donc, en fait, on n'attend pas d'avoir absolument tout fini pour répéter cette scène. On se dit, on va prendre les acteurs avec qui on a envie de travailler et on va leur faire travailler cette scène. Et comme ça nous permet d'observer certaines choses. Ça nous permet d'observer la manière dont Lazare Gousseau et Lucie Debert ont tendance à se comporter ensemble. Et dans le travail et même dans la vie, en fait. On se dit, est-ce qu'ils ont tendance à se taquiner? Est-ce qu'ils ont tendance à... Qu'est-ce que ça vient allumer chez eux? Le fait d'être au contact l'un de l'autre. Et ensuite, nous, on s'inspire de ça et on s'appuie là-dessus pour continuer d'écrire. C'est-à-dire qu'on se dit, ils sont tel type de couple, ils ont cette énergie-là entre eux. Donc, en fait, c'est un peu comme faire un habit sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'idée du vêtement qu'on veut faire et après, on prend les mesures, on essaye de leur faire un truc qui leur colle vraiment à la peau. Et du coup, c'est un peu des personnages qui étaient théoriques jusqu'à un certain point, et une fois qu'on fait les premières répétitions avec eux, les personnages viennent s'ajuster à eux, quoi, et on peut comme ça créer un climat naturel, mais parce qu'il est aussi, parce que les choses sont façonnées en fonction des tempéraments des interprètes. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, avec notre façon de fonctionner, comme on répète longtemps à l'avance et comme on répète dans les décors, on filme, les répète, on les monte, et du coup, on a une maquette de notre film avant. Et en fait, cet objet, c'est un énorme outil de concertation. Donc, et il faut que tous nos choix de mise en scène nous conviennent à tous les deux. En fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on écrit nos scénarios, sont des... On ne sépare pas les didascalies et le dialogue. C'est-à-dire qu'on décrit la scène en expliquant... il y a beaucoup de scènes qui sont du pur dialogue dans nos films, et du coup, on explique la situation de départ, on explique comment elle se développe, on explique les balises par lesquelles ça passe, mais tout cela est mêlé dans un texte. Et on ne détache pas le dialogue, du coup ils n'ont pas de texte à apprendre. Mais bon, ensuite ils sont très préparés parce qu'ils m'ont souvent répété la scène et ils la refont chaque fois avec les mots du moment. Et nous on leur dit, vraiment il faut que vous soyez tout à fait au présent. Et même il y a un chien qui débarque sur le plateau. Réaction. Ah mais vous restez concentrés, le chien rentre dans l'histoire, quoi. C'est... en fait, je pense que pour nous, je pense que c'est le moteur de la raison pour laquelle on fait des films, c'est que quelque part, je pense qu'on est vraiment on aime la comédie, parce qu'en fait, c'est le rire comme une façon d'être courageux par rapport aux douleurs de nos vies. Et c'est vraiment une manière, on le revendique comme une manière de courage, quoi, comme une façon de se dire, en fait, il y a des trucs, et puis là, c'est douloureux de ne pas réussir à avoir d'enfants, et c'est aussi douloureux de vivre des choses comme ça. Enfin, c'est hyper compliqué
quand son compagnon, sa compagne vit de la sexualité ailleurs, ça a beau être intellectuellement par un enjeu de vie ou de mort, dans la réalité émotionnelle, on voit que pour beaucoup, c'est très grave. Enfin, c'est vécu comme quelque chose de très douloureux, de très grave. Et c'est important pour nous de mettre le faisceau du rire là-dessus et d'affronter ça avec l'humour, parce que c'est aussi une façon de se dresser un peu face à la douleur, quoi. De dire, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses douloureuses dans la vie, mais qu'on a quand même des bons ressorts pour embrasser ces choses-là dans le flot de l'existence et en sortir grandi, quoi, en sortir gagnant. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on s'est mis dans le... C'est intéressant parce que dans notre premier long métrage, qui s'appelle Une vie démente, on parle d'une maladie Alzheimer qui atterrit dans une famille, et on est dans un monde assez bourgeois. C'est-à-dire que la femme qui tombe malade est la directrice d'un centre d'art contemporain, elle vit dans une belle maison moderne. On est dans un milieu où il y a un petit peu d'argent. Et parfois, on nous questionnait, on nous disait « oui, mais vous nous montrez un milieu où c'est plus facile de gérer ça ». Et on a dit « oui, mais on l'a fait volontairement ». On s'est mis volontairement dans un monde un peu plus protégé, parce que nous, notre sujet, c'était l'acceptation de la maladie par les enfants de cette femme. Donc du coup, on voulait se débarrasser du problème de la violence économique qui aurait écrasé notre sujet. Parce que forcément, la violence économique, ça écrase tout. C'est du Zola, là. Oui, et puis ça aurait écrasé le sujet. Et de toute façon, on montre que même quand on a les moyens, c'est une chose très très compliquée à accepter et à vivre. Et là, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que comme nous, on veut parler de sexualité, de la délicatesse de cet endroit de notre vie, même quand on est dans un monde de consentement, on a écarté tout ce qui est... on s'est mis, on va dire, dans la bourgeoisie du sexe safe, quoi. C'est-à-dire si on parle de violence sexuelle, c'est un sujet qui va complètement tout emporter, vu que c'est la violence sexuelle écrase tout. Et donc, quelque part, c'est cette démarche-là qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on se met dans un monde où on ne compose pas avec, par exemple, Sandra qui aurait vécu une relation un peu traumatisante. On fait ce choix délibéré parce que la sexualité, même quand elle n'est pas violente, est une matière extrêmement fébrile et délicate. Et nous, on voulait parler de ce qui se passe à cet endroit-là.